dirigeant, c'est un athlète de haut niveau qui s'ignore. On doit piloter notre corps comme la toute première entreprise sur laquelle on doit veiller. Il n'y a jamais eu autant d'argent injecté dans la santé en France qu'en ce moment. On a envie d'aller beaucoup plus loin et on veut s'adresser à des centaines de milliers de personnes. Bonjour et bienvenue dans Like a Boss, le podcast de celles et ceux qui entreprennent. Le principe, on passe 1 heure avec un dirigeant ou une dirigeante pour bien comprendre son parcours, sa vision, ses ambitions, ses réussites, mais aussi ses échecs et ses retours d'expérience. Objectif, bien comprendre sa stratégie. Dans Like a Boss, c'est l'invité qui décide du lieu de rendez-vous. Premier épisode avec l'entrepreneur nantais Vincent Roux, cofondateur et dirigeant de Good Santé. C'est lui qui a choisi ce lieu de rendez-vous en plein cœur de Nantes. Bonjour Vincent Roux. Bonjour Amandine. Un grand merci d'avoir accepté d'inaugurer ce nouveau format, une première pour nous. On va parler pendant 1 heure de Good Santé, premier centre dédié à la santé des dirigeants que vous avez ouvert à Nantes il y a plusieurs mois maintenant. Voilà, on a plein de choses à se raconter. Allez, c'est parti. Première question, Vincent Roux, où est-ce qu'on est ? On est à l'IUT de Nantes, voilà, rue Maréchal Joffre. Rue Maréchal Joffre, à Nantes. Dans la salle, alors on pense que c'est une salle de réunion, salle qui est restée dans son jus dans les années 70, on dirait. Voilà, un peu vintage cette salle. Pourquoi avoir choisi l'IUT ? D'abord, l'IUT, c'était il y a 30 ans, à 1 an près, on va dire. Enfin, j'étais là de 96 à 98, donc c'était il y a clairement 30 ans, voilà, pile poil. En fait, c'est là où j'ai eu le premier contact avec ce que pouvait être potentiellement le monde de l'entreprise, avec des cours qui sont plus concrets, plus appliqués à ce milieu de l'entreprise, avec des intervenants aussi, des professionnels. C'était juste après le bac ? Vous êtes entré directement après l'IUT comme ça ? Juste après le bac, ouais, juste après le bac. J'étais à Angers avant, et j'ai atterri à Nantes pour venir faire l'IUT. Et voilà, c'est là que sont nés mes premiers émois entrepreneuriaux, y compris dans la vie associative d'ailleurs de l'école, puisque je faisais partie d'un équivalent de bureau des élèves à l'époque. Et puis tout de suite, voilà. Vous vous êtes dit, je vais faire une formation. C'était quoi l'intitulé de la formation ? C'était gestion des entreprises et administration. Ouais, donc voilà. Déjà, vous saviez que vous vouliez créer une boîte ? Je sais pas si on sait ça quand on arrive comme ça en première année d'IUT. Je pense que ce que j'avais envie, c'était d'avoir une formation qui soit un peu concrète. J'avais pas envie de quelque chose de trop théorique. Et puis, je voulais quelque chose qui se relie quand même au monde de l'entreprise parce que j'étais un peu baigné là-dedans de par mon enfance et mes parents. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'IUT. Et je savais aussi que c'était une très bonne école, bien réputée, avec un très bon niveau de formation, une équipe pédagogique investie. Alors, je ne sais pas si je vais faire ce choix avec la même maturité que celle que je suis en train de donner là, mais voilà, j'avais été attiré par ça. Et mon objectif aussi derrière, c'était de pouvoir embrayer sur Audencia. À Nantes, j'avais déjà ça en ligne de mire. Audencia, effectivement, vous avez fait un master spécialisation dirigeant et entrepreneur Audencia, je crois, donc encore même cursus. Et je crois que vous êtes le premier entrepreneur incubé par l'école, 2004. Ouais, c'est ça. Alors, c'est la légende de ça, on va dire, enfin la légende si tant est qu'il y en ait une, mais enfin au moins c'est vrai que c'était au tout début de l'espace commun des entrepreneurs à l'époque, donc le bâtiment qui est sorti de terre et puis qui devait incuber. C'était le début en fait de ce que pouvait être l'incitation à l'entrepreneuriat des jeunes. Avant, je me souviens, je crois qu'à l'époque, il y avait un sondage où 50% des jeunes, on leur demandait ce qu'ils voulaient faire plus tard, ils voulaient être fonctionnaires. Ah et oui. Je crois que c'était, alors je sais plus si c'était une légende urbaine ou quoi, mais en tout cas, ouais, ça me dit quelque chose. mais il y avait un truc comme ça. Et finalement, la naissance de ce goût pour l'entrepreneuriat, les premières histoires, les grandes levées de fonds, les premiers exits, etc. Enfin, l'espèce de fantasme qu'il y avait autour de l'entrepreneuriat. Il y avait le numérique aussi, qui prenait énormément d'ampleur. Qui permettait quand même, il faut le dire, le numérique, de prendre un ordinateur, de se mettre dans une salle à 1, à 2, à 3, à 4 et de commencer à créer une entreprise sans investissement extrêmement lourd. Donc je pense que tout ça a décomplexé ça. C'était quoi votre première boîte
À Audencia? Artis. Artis. Voilà. ARTI2S. Bon, pour la petite anecdote, c'est qu'il fallait avoir un nom qui permette de s'afficher dans les pages jaunes de l'annuaire en tête de liste. Ouais. Donc bon, ça date un peu, pardon pour le côté boomer là, mais et du coup, voilà, c'est comme ça que j'avais. Et ça voulait dire art et technique en latin, ce qui allait bien par rapport au fait qu'on aidait les entreprises à se mettre, à se rendre visibles sur Internet et à essayer de générer une source de business au travers de ça. Donc déjà, les prémices d'Intuiti. Et ça a bien marché, Artis. Ça a continué après vos... Oui, bah, en fait, ensuite la chose que je me suis dite, c'est je vais quand même faire en sorte d'aller jusqu'au diplôme, parce que en fait, moi, j'ai créé en 2e année d'Audencia, après un stage dans une boîte du CAC 40 qui m'a un peu dégoûté du système de fonctionnement. Ah oui. Et donc, bah, du coup, oui, effectivement, 18 ans plus tard, tout en devenant Intuiti, en m'associant, etc. C'est une boîte qu'on a vendue en 2021. Donc de 80, C'est une performance. de 2004 à 2021, voilà. Créer une entreprise comme ça, la première qui s'écroule pas tout de suite, surtout en étudiant, la créer en tant qu'étudiant. Et ouais. Je me souviens de mes camarades qui me disaient « Ah ouais, t'es vachement courageux de créer une boîte, etc. » Bon, moi, je crois que c'était de la parfaite inconscience. Et en fait, ça se réfléchit pas. C'est un peu comme tout dans la vie, j'ai l'impression. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça a fonctionné. C'est des opportunités, des rencontres et des envies. Ouais. Et pour pas dire, à cette époque-là, presque une compulsion à vouloir créer quelque chose. Parce que vous avez déjà été salarié? Bah, du coup, j'ai été salarié uniquement sous le stage que j'avais fait dans cette boîte du CAC 40. Donc, j'ai dû rester salarié 8 mois. Et puis avant, si, quand même, sur les jobs d'été, quoi. Voilà, donc de la mise en rayon chez Leclerc, des trucs comme ça. Ouais. Donc, toujours entrepreneur. J'ai jamais connu que ça. Ouais. D'où ça vient, cette envie d'entreprendre? Je crois qu'il y a une farouche envie de liberté. J'ai beaucoup de mal à rester, moi, dans un cadre qu'on me fixe, même si parfois ça me repose. J'avoue que avoir des tâches un peu plus exécutives et être un peu moins en permanence dans la prospective, j'avoue que ça repose parfois mon cerveau. Mais ouais, déjà, cette envie de liberté. Et puis ensuite, comme une forme de... pas de révolte, mais si, bah tiens, j'assume ce petit mot-là de révolte. En fait, quand on entreprend, on essaie de prendre un sujet. Alors, révolte, surtout avec ce qui se passe en ce moment, je suis très très loin du compte. Mais simplement, envie de prendre un élément du monde, économique là en l'occurrence, et de se dire, enfin un peu plus maintenant avec Goût de Santé d'ailleurs, mais et de se dire, tiens, comment moi je l'envisage et d'avoir envie de le faire bouger dans ce sens-là, en se disant, tiens, ça n'a pas été pensé, tiens, c'est peut-être pas bête de le prendre par cet angle-là, etc. Alors après, c'est là que les ennuis commencent. Ah oui, parce que des idées, tout le monde a des idées, mais il faut encore les mettre en œuvre et se dire, allez, j'y vais. Et là, vous avez ce côté, oui, pourquoi pas en fait. C'est ça, comment vous le... En fait, ce qui est drôle, c'est que dans l'entrepreneuriat, on rencontre des gens qui disent qu'ils aimeraient bien créer une boîte, et souvent ce qu'ils nous disent, j'ai pas d'idée. Si vraiment, si seulement j'avais une idée, etc. Bon, on sait tous que l'idée, c'est même pas 5% de la réussite, parce que c'est peut-être un lieu commun de dire ça, mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de passer du fantasme à la réalité, quoi. Là, il faut être dur au mal, parce que ça demande un certain nombre d'étapes. On pourra revenir là-dessus. Mais en tout cas, l'idée, je sais pas. Moi, c'est vrai que quand je vois des choses, que ce soit quand je vois d'autres entrepreneurs, quand je visite des entreprises, quand je vais en voyage, quand systématiquement, je sais pas, j'ai un esprit d'analyse qui me dit, ah tiens, c'est dommage qu'ils aient pas fait comme ci, ah tiens, c'est dommage, tiens, on aurait pu faire comme ça, tiens. Voilà, ça c'est assez naturel chez moi. Ok. Et est-ce que vous aviez à l'époque, quand vous êtes lancé, voilà, on est en 2004, c'est ça, à Audencia,
vous aviez quoi comme modèle d'entrepreneur et d'ailleurs, est-ce que vous en aviez un ou pas du tout? Enfin, est-ce que vous avez avancé comme ça ou est-ce qu'il y avait un dirigeant qui vous inspirait, un modèle, une envie de ressembler à un tel? En fait, d'abord, une anecdote ici à l'IUT, mais c'est vrai qu'on avait des intervenants professionnels qui venaient. Et je me souviens très bien d'un entrepreneur du territoire, Claude Blouet, en l'occurrence, qui est venu intervenir. Et j'avais été assez marqué par son intervention sur le côté à la fois très pragmatique, mais aussi très humaniste de l'entrepreneuriat, parce que l'inconscient collectif a l'image du patron comme étant le patron du CAC 40, alors qu'en fait, c'est pas ça l'entrepreneuriat, en tout cas pas dans mon esprit. Et j'avais été assez marqué par son intervention. Je crois que c'était la première fois que j'étais aussi absorbé par les propos, dont je ne pourrais pas me souvenir d'ailleurs de l'ensemble, mais je sais que c'est ce genre de choses qui m'a fait vibrer une corde intérieure. Et je me dis, tiens, en fait, c'est possible, quoi. C'est faisable. C'est finalement une démarche assez pragmatique. C'est pas juste un fantasme, l'entrepreneuriat. Il faut simplement assembler un certain nombre de briques, avoir un marché, voilà, c'est possible. Donc, ouais. c'est possible. Après, j'avais pas énormément de figures emblématiques dans mon esprit, puis en plus je saurais pas me souvenir à l'époque de qui. Ce que je sais, c'est que par exemple, si sur le territoire, moi je suis toujours admiratif et j'ai la chance d'être proche de cette personne-là aujourd'hui, c'est un Bruno Hugues de la Rose, parce que du groupe IDEA à Saint-Nazaire, donc groupe de logistique avec qui j'ai eu la chance aussi d'entreprendre, où on a quelqu'un qui est à la fois un esprit brillant, ça va très vite, ça percute, qui a un vrai sens des affaires, parce que ça ne peut pas marcher sans ça, qui a un sens du collectif, un sens humain de chaque individu aussi dans ce collectif-là, de la vision, une envie d'innovation, enfin bref, très complet. Très très complet et avec des valeurs très fortes qui fait qu'on n'est pas dans de l'entreprise de la politique de la terre brûlée, on est vraiment sur des ballons. Et moi je sais que je suis très respectueux et admiratif des entreprises familiales, des entreprises patrimoniales, parce que je pense que c'est ça l'économie durable. Oui. Le temps long, investir pour le territoire aussi. Bien sûr, évidemment. Si on reprend Bruno, hyper investi aussi sur son territoire, le temps qu'il a donné à son territoire, c'est incroyable. C'est sûr. Donc, à la CCI, dans les réseaux. Ouais. Comme vous, dans les réseaux aussi. Bien sûr. On en parlera, c'est très important. Vous aviez créé ensemble 50 Trucks, c'est ça? Oui, tout à fait. 50 Trucks dans la logistique. Le but, c'était de croiser, on va dire, numérique et logistique pour essayer de voir s'il n'y avait pas des trucs à faire. Y compris dans la capacité à combler les vides sur la route des poids lourds, parce qu'en fait, quand ils vont d'un point A à un point B qu'ils ont livré, ils repartent à vide souvent. Donc l'idée, c'était de voir comment on pouvait optimiser ça, sachant qu'il y avait des solutions qui existaient, mais on voulait voir comment on pouvait optimiser ce système avec une forme d'algorithme. J'ose pas dire intelligence artificielle vu ce que c'est aujourd'hui, mais voilà. Ouais. Donc ça, c'était 50 Trucks, l'une des boîtes qui a été créée de mémoire juste après Intuiti, juste après que vous ayez quitté Intuiti. Ouais. En fait, pour être complètement précis, c'est que en 2016, donc on n'a pas encore vendu Intuiti, mais je vois bien que je commence à arriver un peu au bout de l'exercice pour moi et j'ai besoin de retrouver une activité entrepreneuriale qui me stimule. Et force est de constater que quand une entreprise a un certain âge, qu'elle s'est structurée, qu'elle est plus dans une logique où elle doit trouver un modèle de développement, et pas un modèle d'innovation, je suis moins dans mon exercice de prédilection. Donc j'avais besoin de retrouver cette forme d'entrepreneuriat, d'innovation, de repartir d'une feuille blanche, quoi. Ouais, quand même toujours ce besoin de liberté, de reprendre, de recréer, qui vous est revenu, quoi. Ouais, absolument. 50 Trucks qui a été vendu de mémoire. C'est ça? Oui. Et après, il y a eu... on était dans le marketing avec Intuiti, on passe à la logistique, et puis après, au code, blockchain, c'est ça? Blockchain de protection des objets de valeur, avec un marquage physique, et notamment le fait d'arme principal aujourd'hui, c'est que... Enfin, le plus notable en tout cas aujourd'hui, c'est le fait de faire le marquage de l'ensemble des vélos en France via ce système pour le compte du ministère de l'Intérieur. Enfin, en tout cas, la gestion du fichier national des vélos. Bon, là, c'était une parenthèse
de l'entrepreneuriat. Je me suis mis au service d'un autre projet que le mien, parce que c'était un projet qui était déjà existant, porté par Dominique Chabot. Et puis j'ai rejoint aussi Jean-Baptiste Pondevie et puis Alice Calvez. Là, je savais d'ores et déjà que je ne resterais pas. Je leur ai dit. Ouais. J'ai dit, je viens pour 4 ans grand maximum, parce que je savais que c'était le temps qu'il fallait pour que Intuiti se vende. On a quand même eu l'épisode du Covid aussi entre-temps. Et j'avais déjà, depuis 2017, cette idée de goût de santé dans la tête. Ah, depuis 2017, donc... Je me levais le matin, je prenais mon smartphone à côté du lit. C'est pas bien ça, goût de santé, faut pas faire ça. Mais et je prenais des notes suite à ma nuit sur ce sujet-là. Ça m'obsédait en fait. Qu'est-ce qui vous obsédait alors à ce moment-là ? Ça m'obsédait de me dire qu'il y avait un sujet dans la prévention santé et particulièrement au niveau des dirigeants. Moi, on l'a dit, puis peut-être que les gens l'auront compris dans ce que j'ai pu dépeindre juste avant, mais je suis vraiment en admiration ou en fascination plutôt même de ce qu'est l'entrepreneuriat, de ce que sont les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise, etc. Pas que ce soit... Il n'y a aucune forme de dimension discrétionnaire ou supériorité ou quoi que ce soit. C'est pas le sujet. C'est vraiment des qualités et une forme d'intelligence particulière qui, moi, me fascine. Faut quand même être un peu barjot pour se lancer en ayant 9 chances sur 10 de se planter, enfin, ou 7, 8 chances sur 10 de se planter, sans filet de sécurité, de tout risquer, et d'y mettre ses tripes, son sang, sa sueur, et ce qu'on peut de son intelligence. Et donc, je suis assez fasciné par ça, et c'est souvent des gens qui ont une fêlure, une particularité, un moteur, un mojo, qui parfois eux-mêmes ne se l'expliquent pas, hein. Et ça fait que des êtres assez uniques et intéressants. Donc voilà, bon, j'arrête là-dessus, mais c'est vraiment ce pourquoi cette population-là en particulier m'intéressait. Et en l'occurrence, il y a des archétypes chez les entrepreneurs, et entrepreneurs aussi, hein, bien sûr, on retrouve les archétypes quel que soit le genre. En fait, il y a un petit syndrome d'invincibilité dans ce fonctionnement, et donc une tendance à s'oublier. On ne sent pas la douleur. Et d'ailleurs, il faut être très dur au mal pour faire ça, parce que de toute façon, on en prend des portes dans la figure. Hein. On en rate des marches. Hein. C'est quand même c'est un exercice quotidien de se rendre compte que finalement, ce qu'on avait imaginé ne fonctionne pas. Et donc d'être dans une résilience permanente. Donc c'est vrai que... Vous l'avez vécu ? Vous avez vécu moi, je le vis encore aujourd'hui, je suis en plein dedans. C'est une succession d'épreuves. Ouais. Mais on est shooté à l'adrénaline, on est en mouvement perpétuel. Prenez n'importe quelle compétition de sport ou quoi que ce soit, ou une grande course, un marathon, un semi-marathon, il n'y a pas besoin non plus d'être... Si évidemment que vous allez avoir un peu mal quelque part et tout, et là souvent on se dit c'est le mental qui prend le relais. En fait là chez les dirigeants le mental il prend tout le temps le relais. Donc on est optimiste et on est obligé de l'être, on est dur au mal, etc. Donc en fait c'est pas qu'on n'est pas atteint par le contexte, l'environnement et que potentiellement ça peut pas générer de l'épuisement, c'est qu'on ne le sent pas. Ouais. Et au moment où on va le sentir, ça va être trop tard. Et donc je me suis dit, là, vous en avez vu, vous, autour de vous qui avez été à Réseau Entreprendre Atlantique, aussi dans les réseaux, j'imagine que vous en avez vu aussi, enfin, vous-même et d'autres en burn-out, des gens comme ça, avant de vraiment créer Goût de Santé. Vous avez eu des gens mal, pas bien. Et puis en plus, j'imagine dans ces cas-là, on n'en parle pas trop, surtout pas à son entreprise. Bah oui, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu The Mask. Hein. Il faut faire bonne figure. En France ou ailleurs d'ailleurs, hein, je ne veux pas stigmatiser ça, mais ne pas aller bien, donner l'image de ne pas bien aller, c'est jeter un peu l'opprobre sur l'entreprise elle-même. Et donc de se dire, oulala, mince, ça veut dire que la boîte ne fonctionne pas, ça veut dire que... Donc est-ce que j'ai intérêt, enfin si on tire le fil, est-ce que j'ai intérêt à bosser avec eux ?
Donc, on ne peut pas se permettre on fait pas des publicités pour dire que ça va pas bien, quoi. On fait des publicités pour dire que c'est génial ce qu'on fait et tout. Donc, heureusement, il y a des lieux associatifs dans lesquels on peut un peu plus trouver une vraie écoute, une vraie oreille et une sincérité aussi dans l'aide. De plus en plus. Alors, je pense aussi, peut-être le moment de dire, il y a des associations qui viennent en aide, mais plus au moment des défaillances. Je pense à 60 000 rebonds. Bien sûr. Qui est spécialisé. L'APESA, ça, c'est si jamais vous avez des dirigeants qui sont vraiment en détresse psychologique. L'APESA, vous cherchez le numéro sur Google, vous allez trouver. 60 000 rebonds, c'est en cas de défaillance. Ils sont très actifs, ils sont en train de se structurer face aux nombreuses défaillances qui arrivent. On a vu, c'est en 2025 et qu'on voit là en 2026. Quels signaux doivent alerter d'ailleurs quand on voit syndrome d'invisibilité? Du coup, c'est dur. Comment on voit derrière le masque? Oui, parce qu'en fait, on les tait, les signaux faibles. C'est-à-dire que très souvent, notre entourage va nous dire t'en fais trop, prends du temps pour toi, prends soin de toi. Là, t'es sûr? Oui, mais attends, là, la période, ça m'oblige il faut que je sois sur le pont, il faut que j'aurai tout le temps de m'arrêter après. En fait, il y a toujours une bonne raison de repousser le sujet. Donc, pour être à l'écoute, il faut arrêter d'être en mouvement. Il faut supprimer le bruit qu'on peut avoir autour de nous. Il ne faut pas être dans l'urgence permanente. Sinon, c'est notre corps qui va nous envoyer un signal que là, on ne pourra pas faire autrement que de voir parce que ça va nous arrêter d'un seul coup. On dit toujours qu'on a 10 000 problèmes à gérer chaque jour et que le jour où c'est la santé le problème, il n'y en a plus qu'un à gérer. Et ça, on l'oublie trop souvent. C'est un allié très silencieux, notre santé. Très silencieux, puisqu'en fait, ça ne parle pas. Et le jour où ça parle, en général, c'est pas bon. Donc, c'est pour ça que la prévention... comme un actif, c'est ça que vous disiez. C'est le premier actif immatériel de soi-même déjà, et de tout un chacun, quelle que soit la personne qui nous écoute, parce que pour que ça soit sa propre vie familiale, personnelle et tout, je veux dire, c'est quand même entravant quand on a un sujet de santé. Et c'est le premier actif immatériel de l'entreprise. Donc c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que le dirigeant, ok, certes, pour lui et pour ce que moi ça me fascine, ces personnes-là, mais c'est qu'en fait, on est dans une logique de mission d'intérêt général, de protéger cette population-là, parce que derrière, il y a un collectif. Et que pour une PME ou une TPE, je ne parle pas des très grosses boîtes, l'organisation, elle se remettra très bien de la disparition d'un tel ou une telle, mais... dans une entreprise de taille moyenne ou petite, quand le dirigeant disparaît, c'est potentiellement une catastrophe. Ouais. Donc, il peut disparaître momentanément, il peut être diminué, parce que si je ne mange pas bien, si je n'ai pas d'activité physique, si je n'ai pas un bon sommeil, je ne prends pas les mêmes décisions. Je n'ai pas le même rapport humain. Parce que l'humeur, parce que les hormones, parce que en fait ça fonctionne. C'est une machine extrêmement complexe. On a l'impression tous d'avoir compris comment ça fonctionnait. Et en fait, non, il faut s'entourer d'experts. Il n'y a pas un athlète de haut niveau qui gagne une compète sans son staff. Ça ne marche pas. Et le dirigeant, c'est un athlète de haut niveau qui s'ignore. Donc, nous, c'est ça qu'on est venu combler, en tout cas au démarrage. Donc, Goût de santé ouvert en 2023. Premier centre à Nantes. Rappelez-nous le concept, un bilan, c'est ça de santé quand on arrive pour les dirigeants. C'est vraiment centré pour les dirigeants. En fait, de manière un peu provocante, si tant est que ça le soit, mais on n'est pas un bilan. Les gens veulent un bilan. Ah oui, ils arrivent dans le centre, ils disent je veux Les gens, ils veulent un bilan. Je veux faire mon check-up, voilà. Ouais, je veux ma to-do list, des trucs de... mais qu'est-ce qu'on veut ? On veut une photographie ou on veut le film ? C'est-à-dire que un bilan, c'est déjà génial. Il faut le faire. Si chacun peut déjà arriver à faire ça, alors c'est pas toujours donné. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a aussi la CPAM qui propose un bilan sur des périodes de vie aussi, tous les 10 ans. Donc en tout cas, ou le médecin traitant qui peut aussi aider là-dessus. Mais les gens veulent un bilan. Bon, un bilan, c'est une photographie qui dit voilà où en est votre corps par rapport à aujourd'hui. Ça ne dit rien de ce que vous lui faites subir. Ah oui. Parce que potentiellement, dans tout ce que vous lui avez fait subir, les conséquences ne sont pas encore
présente Donc il y a des dans le corps. analyses sanguines, c'est ça, j'imagine, cardiaque. Il y a 72 marqueurs sanguins, Ouais. il y a une échographie abdominopelvienne de tous les organes vitaux, il y a un test d'effort avec échocardiaque, il y a 1h30 avec un médecin préventif qui va... D'accord. Ça n'existe pas, ça, Mhm. dans le monde de la santé. 1h30 d'échange pour vraiment creuser l'ensemble des sujets, les antécédents, la façon dont les gens appréhendent leur santé, leur mode de vie et tout. 45 minutes avec un diète, 45 minutes avec un kiné, et 1 heure avec une psychologue du travail. Ah Parce ouais. qu'on prend l'intégralité de la santé. La santé ne va pas sans l'intégralité de ce qui constitue notre santé. C'est-à-dire, la définition de l'OMS, c'est de l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état de parfait bien-être physique, mental et social. C'est ça la santé. C'est pas juste médical. Quand on se contente du médical, on passe à côté des 3/4 du sujet. Voilà. Donc nous, on a cette approche-là. Donc nous, on n'est pas un bilan, on est un programme d'accompagnement de santé préventive. Aujourd'hui pour les dirigeants, demain on veut, l'ambition c'est d'élargir au plus grand nombre possible parce qu'on pense qu'on a un vrai rôle à jouer. On pourra revenir sur le sujet de la prévention en France, mais Oui. c'est un enjeu monstrueux pour les 10 prochaines années. Vous voulez élargir à toutes les entreprises, les cadres ou tout le monde? En fait, nous, notre ambition, et avec mon associé, le docteur Bamer, est encore plus ancrée dans les gènes d'un médecin, c'est d'avoir quelque chose qui puisse être le plus universel possible. Parce que là, aujourd'hui, on est assez discrétionnaire sur les dirigeants. On a ouvert sur les collaborateurs clés, les talents stratégiques de l'entreprise, donc manager, personne qui a un savoir-faire qui est très embêtant si jamais il disparaît, etc. En fait, là, c'est pas pour dire toi tu mérites plus que l'autre, c'est pour dire où sont les risques, c'est quoi la cartographie des risques de l'entreprise, donc sur qui je fais très attention à sa santé, plus particulièrement à cette personne-là. Donc ça, on a ouvert, mais là, on a envie d'aller beaucoup plus loin et on veut s'adresser à des centaines de milliers de personnes. Donc pas qu'à Nantes, parce que là vous avez ouvert à Nantes, mais l'ambition c'est quoi? C'est national? Oui, bien sûr. L'ambition, c'est national. L'ambition, ça pourra demain être potentiellement européen. On veut aller beaucoup plus loin. Après... Parce que ça existe, ça, ailleurs en Europe? Enfin, comment ils font les autres? Il y a plein de solutions qui sont en train de naître. C'est un marché qui est en pleine ébullition. On parle de 780 milliards de potentiel sur les 10 ans à venir pour les solutions techniques et servicielles. Voilà, ça évolue. On a une particularité du marché français qui est beaucoup plus protectionniste et sur le principe de précaution. Et je pense que c'est pas si mal, parce que par rapport à tout ce qui émerge, il faut aussi se méfier. Mais oui, il y a des solutions qui permettent, sur de la base de prise de sang, avec une application qui va donner un certain nombre de résultats. Il y a des bilans très haut de gamme à l'hôpital américain. Il y a ce que peut faire aussi la caisse primaire d'assurance maladie. Enfin, il y a pas mal de solutions. Il y a une tendance aussi des retraites, j'ai vu ça, de dirigeants ceux qui peuvent se le permettre en tout cas, de partir pendant 10 jours, se déconnecter, faire tout un check-up justement. Ça... Oui, dans des cliniques de longévité, des choses comme ça, absolument. C'est un marché en... Il y a plein de choses qui vont naître. Nous, on a envie de s'appliquer une certaine forme de rigueur scientifique dans ce qu'on fait, parce que de temps en temps, il y a un peu des petits artefacts marketing qui viennent ou de solutions miracles. Nous, on est un peu anti-médecine TikTok, donc on va essayer d'être discriminant là-dessus. Et puis après, on veut aussi, dans l'émergence de toutes les intelligences artificielles qui vont émerger aussi sur l'autodiagnostic, qui évidemment pointe le bout de son nez. C'est une menace pour vous, sur votre marché. 280 millions de requêtes sur ChatGPT sur la santé l'année dernière. Donc ça veut bien dire que les gens demandent au moteur à cette IA, ce qu'il en est de leur santé, etc. Et on a un problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un système de santé qui est un peu exsangue, donc qui ne répond pas aux besoins d'efficacité et d'immédiateté que réclame ce monde. Donc on va se tourner vers des solutions alternatives. Bon, le danger, c'est que
L'IA, déjà, elle n'a peut-être pas tous les éléments. Elle a souvent envie de vous faire plaisir, hein, c'est-à-dire et même quand elle ne sait pas, elle répond. Oui, elle est de toute façon bavarde. C'est Donc, la base même de LLM. donc voilà. Mais enfin, il ne faut pas se faire de faux semblants. C'est absolument remarquable et impressionnant déjà ce que ça donne là. Donc, il va falloir faire avec. Pas falloir faire contre, il va falloir faire avec. Ouais. Donc nous, c'est aussi comme ça qu'on pense notre sujet. Mais vis-à-vis de ça, en tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est conserver quand même de l'humain dans notre démarche. Là, ça marche comment le modèle éco? C'est des adhésions, des membres? Comment vous appelez les membres du club Goût de Santé? Ce sont des adhérents, effectivement, qui suivent ce programme, qui démarrent par ce bilan initial que je décrivais tout à l'heure, et qui ensuite sont accompagnés. Parce qu'en fait, ce qu'on a aujourd'hui constaté, c'est que quand on fait un bilan, on repart de ce bilan avec le résultat, il va finir en classement vertical, et même les ordonnances que je pourrais avoir récupérées lors de ce bilan, elles vont finir sur le bureau de l'entrée pendant 6 mois et il ne va rien se passer. Voilà, c'est 80% des cas. Donc là, l'idée, c'est de mettre en place un accompagnement motivationnel, logistique, préventif régulier, c'est-à-dire qu'on revoit le médecin 1 heure tous les 6 mois. J'ai une infirmière coordinatrice qu'on appelle... Tous les 6 mois. Ouais. Mais oui, alors on se dit, mais je vais bien, j'ai pas de problème. Mais bizarrement, l'heure, elle passe très vite et il y a toujours des sujets d'aborder. Donc, là, c'est pas du tout la culture en France, de la prévention. Enfin, je sais que ça l'est plutôt en Asie, mais en France, jamais on entend des choses comme ça de prévention. Vous connaissez cette histoire, effectivement, de la médecine chinoise où on dit que le médecin le plus riche, c'est celui qui n'a pas de malade. Parce que, voilà, on a envie d'aller le voir parce que lui, ses patients ne sont jamais malades. Là, on a quand même une difficulté aujourd'hui. Je pense que ce que les gens savent peu, c'est qu'on dit toujours, il n'y a pas de moyens pour la santé. Il n'y a jamais eu autant d'argent injecté dans la santé en France qu'en ce moment. Ah oui. Jamais eu autant. 330 milliards. C'est absolument phénoménal. Sauf par des grands groupes, des actionnaires, par l'État Non, par l'État. Par l'État. La dépense publique de santé n'a jamais été aussi importante. Jamais. Donc, on voit bien qu'il y a un problème d'efficacité de l'argent public dans la santé. Mais ce n'est pas seulement ça. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'argent peut être fléché sur beaucoup de normes, de dimensions administratives, de trucs comme ça et tout. Et pourtant, on ferme des lits, c'est quand même assez dingo. Mais en même temps, on ne peut pas faire autrement que de constater la démographie. On a un vieillissement de la population, de plus en plus de gens qui ont plus de 65 ans. Et c'est ça la grosse part du budget de l'État sur la santé. C'est le soin médical apporté aux personnes âgées. On a une explosion des maladies chroniques, alors que 80% des maladies non transmissibles sont évitables en France, ne serait-ce que par l'hygiène de vie. Et donc, en fait, on arrive à un stade où il faudrait investir 1 euro en prévention pour permettre une économie de 2,29 € sur le système collectif de curation. Ah ouais, comment vous avez fait ce calcul ? C'est l'Association internationale de sécurité sociale qui sort ce chiffre. Ouais. Et je veux bien le croire, mais la difficulté pour un système, vous imaginez bien un énorme paquebot comme ça, pris entre la politique, le manque de nuances actuelles en plus, des oppositions, de tout le système, le millefeuille mis en place. Comment vous faites pivoter un système comme ça ? Comment ? C'est là que nous, on estime que, l'entrepreneuriat, je reboucle avec le discours de tout début, l'entrepreneuriat a un rôle à jouer. Alors oui, je sais, le privé, le capitalisme, dans le monde de la santé, gros méchant loup, etc. C'est ce que j'allais dire. Comment vous êtes perçu avec votre idée, votre concept par le monde de la santé ? Par les institutions. D'abord, on essaie d'en être le plus respectueux possible, parce que je pense que vraiment... que ça soit la dimension déontologique, que ça soit la dimension d'argent public, etc. Nous, rien n'est pris en charge par le système collectif chez Good. Je veux dire, tous les gens payent leur système. Alors, on peut se dire médecine à 2 vitesses, etc. Et tout, mais en fait, on est allé voir aussi l'ordre des médecins. On explique ce qu'on fait. C'est le conseil de l'ordre des médecins. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le conseil.
qu'ils peuvent faire. On n'a pas l'intention de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, c'est pas ça le sujet. Mais laissez-nous essayer et de voir comment, par petites bribes, peut-être sur un petit panel de population au départ, on peut arriver à créer quelque chose qui peut se généraliser demain. Donc c'est ça qu'on leur dit. Voilà. Et puis, il faut être accompagné, Là, effectivement. qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui, le Conseil de l'ordre des médecins, sur votre démarche ? En fait, ils nous alertent sur ce qu'on doit absolument respecter strictement de manière radicale parce qu'ils ont raison de faire respecter tous ces éléments-là et donc on est extrêmement attentif à ça. Donc c'est sur les soins peut-être à apporter, c'est ça ? Alors nous, on ne fait pas de soins. C'est strictement interdit. On ne fait pas de commerce de la médecine. Prévention. Nous, c'est vraiment la prévention. C'est cette dimension-là qui nous intéresse et voir comment elle peut venir en complémentarité de ce que le système de soins propose déjà et pour lequel, pour le coup, il faut aussi le dire, on a quand même un des meilleurs systèmes de santé au monde et avec des soignants qui sont absolument remarquables. Et ce n'est pas de la flagornerie, je le sais en plus pour le vivre par ailleurs, pour plein de raisons personnelles, c'est remarquable. Mais il est vrai que ce système-là de prévention aujourd'hui, il a du mal à s'enclencher en France et c'est tout à fait normal. Mais je ne pense pas qu'on puisse attendre de l'institution un changement radical ou un pivot, etc., sachant qu'ils ont déjà bien du mal à gérer leur budget sur la curation, qui est déjà très, très, très compliquée. C'est du coup là ce que vous avez créé, c'est rentable, ça marche. Enfin, je veux dire, ça y est, vous avez trouvé la formule pour être duplicable partout. Alors, on a là maintenant un modèle fonctionnel qui se développe. On est à plus de 250 dirigeants et managers et collaborateurs clés des entreprises qui suivent le programme. Et ça nous a permis, ça a été un véritable laboratoire pour comprendre comment on pouvait accompagner un individu sur des éléments de prise de conscience et sur l'accompagnement à motiver des changements de comportement de son mode de vie pour vraiment être dans la prévention. Parce que la prévention, finalement, c'est plus dans l'action, dans le mouvement, que véritablement dans le simple diagnostic. Et je précise d'ailleurs qu'il faut éviter aussi la notion de surdiagnostic, parce que ça ne sert à rien de trouver des faux positifs partout. Ça fait plus peur qu'autre chose. Oui, et puis du coup, là, pour le coup, on va mobiliser le système de santé pour des biopsies, des choses comme ça, pour des trucs qui potentiellement n'auraient jamais parlé. Donc, c'est pareil, on n'a aucun intérêt à faire ça. Donc voilà, donc on est très content là, du développement que ça a. Maintenant, la suite, vraiment, on travaille d'arrache-pied là-dessus, et je pense qu'on a une très bonne idée de ce qu'on veut faire dans les mois et années à venir, c'est l'élargissement de la cible pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Ok. Et être rentable ? Oui, bien sûr. Il faut cette notion de viabilité économique, elle est éminemment importante. Mais aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on a lancé la commercialisation. Oui. Et bien sûr qu'il faut démontrer la possibilité de la viabilité économique du modèle. Mais c'est tout le charme de l'entrepreneuriat start-up, on va dire, où au début, en fait, on est obligé d'investir et d'explorer le modèle, et donc ça fait perdre de l'argent. Donc aujourd'hui, évidemment que le modèle n'est pas encore rentable et n'est pas encore viable. Néanmoins, les investisseurs que je réunis autour de moi, ils attendent ils voient qu'en tirant le trait, on atteint effectivement cette viabilité et cette scalabilité du modèle, un modèle qui peut passer à l'échelle, quoi. Il y aura une levée de fonds du coup, peut-être ? Comment vous voyez les choses sur les prochaines années pour accompagner ce développement ? C'est un peu tôt là pour le dire. Ouais. Je peux pas livrer tous les secrets là sur des sujets sur lesquels on est actuellement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on notre stratégie actuelle, c'est la consolidation du modèle tel qu'on l'a conçu sur la dimension dirigeant, manager, collaborateur clé, pour faire en sorte déjà que cette partie-là puisse touche une certaine viabilité économique, et
Là, on travaille justement sur ce projet d'élargissement et donc d'essaimage beaucoup plus large sur le territoire français et pour s'adresser à d'autres types de populations que simplement les dirigeants. Et donc vous, Vincent, quel est votre, on va dire, votre flow, parce que c'est comme ça que vous le décrivez, je crois, votre équilibre de vie à vous? Est-ce que il y a eu un avant, un après, j'imagine, à cette prise de conscience que vous aviez en 2017, vous disiez, et là on est 10 ans plus tard quasiment. Est-ce que vous-même, vous avez, comment vous êtes rééquilibré? En fait, d'une part, j'ai moi-même touché mes propres limites physiques et mentales à l'exercice de l'entrepreneuriat. J'ai eu des sujets de santé que j'ai évidemment pas voulu écouter sur le moment et qui m'ont, pour le coup, vraiment gêné, entravé pendant une période de ma carrière professionnelle. Donc ça m'a imposé, en fait, d'adopter une stratégie différente de celle que j'avais auparavant, me sentant totalement invincible. Donc déjà, la première chose sur laquelle je ne négocie plus, c'est le sommeil. On a l'impression que parce qu'on va bosser 14 heures par jour, 15 heures parfois, 16 heures, j'en sais rien, l'impression que c'est le seul moyen de faire avancer les choses. Mais en fait, en vieillissant et avec la maturité, on finit par trouver des éléments d'efficacité et de savoir ce qui est essentiel de ce qui est accessoire. Et je pense que ça, c'est la bonne chose. Bon, après, quand on est en création, je dois avouer que là, actuellement, je suis obligé de revoir un peu cette stratégie de temps de travail parce que faut être un peu au four et au moulin. Mais le sommeil, c'est une partie non négociable. C'est hyper important parce qu'en fait, c'est le moment où le cerveau travaille, ingère, digère, analyse, nous apporte finalement des solutions. Ça répare le corps, ça régule le cortisol, donc l'hormone du stress. Bref, il y a énormément, on ne se rend pas compte du pouvoir du sommeil sur notre capacité de décision, d'intégration et évidemment d'endurance physique et mentale. C'est quoi l'idéal? 7 heures? 6 heures? Alors, il y a des recommandations internationales qui sont que le sommeil doit se situer entre 7 et 8 heures par nuit. On est plutôt autour de 6h20, 6h30 en moyenne dans notre pays. Et on accumule du déficit. Et un dirigeant, on a des statistiques sur les dirigeants? La moyenne des dirigeants. On parlait de certains dirigeants tout à l'heure, j'en connais qui dorment 4-5 heures par nuit. J'entendais là, il y a peu de temps, un homme politique qui disait qu'il dormait 4-5 heures par nuit. Bon, là, je pense qu'on est assez... nous sommes assez inégaux sur ce sujet-là. Des gens qui peuvent être en capacité de récupérer sur 4-5 heures, d'autres qui sont infichus de récupérer sur 8-9 heures. Mais pour ça peut être pas mal d'essayer d'analyser son sommeil. Ce qui est le plus important, je dirais, dans la capacité de récupération, c'est de se coucher à heure fixe et de se lever à heure fixe. Parce qu'en fait, le corps se régule comme ça. Partez en voyage avec 2 ou 3 heures de décalage, ou même l'heure d'hiver, l'heure d'été, ou des choses comme ça, et vous verrez bien que déjà, il y a un petit sujet. Votre corps ne va pas retrouver les mêmes ressources de repos. Donc si déjà vous arrivez à faire ça, c'est pas si mal. Et puis la deuxième chose, l'activité physique est extrêmement importante. Donc ça, j'essaie de m'imposer au moins une activité physique dans la journée. Ah, dans la journée? Ça peut être une demi-heure, 1 heure de marche, ça peut être aller au sport, ça peut être aller courir, ça peut être... c'est vraiment extrêmement important. Et vous savez, il y a le syndrome du sportif sédentaire, qu'on est tous un peu, c'est-à-dire qu'on fait 3-4 heures de sport par semaine, et déjà c'est beaucoup pour la plupart des gens, mais je reste assis 6 à 7 heures par jour derrière mon bureau. En fait, je suis sédentaire. Je suis peut-être sportif, mais je suis sédentaire. Tout à fait. Il me semble que c'est l'un des premiers sujets, inquiétude des médecins aussi, de notre époque aussi. On ne se rend pas compte qu'on est complètement sédentaire. Il ne faut pas oublier que l'histoire de l'humanité, l'ère moderne dans laquelle on vit, c'est un clin d'œil dans l'histoire de l'humanité. C'est rien du tout. C'est sur un vol Paris-Los Angeles, ça doit être les 5 derniers mètres de roulage parking de l'avion. Ce qu'on vit là actuellement, l'ère moderne, avant,
on était dehors, tout le temps, à chercher notre manger, de construire des choses. On était en activité physique permanente. Alors vous me direz, bah oui, mais on n'empêche que dans l'ère moderne, finalement, on vit beaucoup plus vieux que dans cette ère-là et tout. Oui, bon, ok, il y a eu plein d'évolutions sur l'hygiène et tout ça, mais notre corps, pour notre santé physique et mentale, a besoin de bouger régulièrement, de s'oxygéner, de conserver de la masse musculaire pour que le métabolisme soit sur un rythme suffisant pour brûler les calories qu'on mange en trop grande quantité dans notre monde moderne, etc. Donc voilà, il y a ça. Puis le troisième élément, alors vous allez me dire, ouais d'accord, il nous dit qu'il faut bien manger, bien bouger, bien dormir. Bon, bah, oui, c'est ça. Je ne m'attendais pas à ce que vous disiez l'inverse. Voilà. Mais je pense que c'est important aussi quand on comprend pourquoi, Ouais. et que c'est pas juste des injonctions à faire. Et puis après, quand on trouve sa propre stratégie aussi sur Oui, sur parce le sujet. que, non mais là, on se le dit, tout le monde le sait, mais c'est difficile à faire, à appliquer, surtout quand on est dirigeant et que vous disiez, on a la pression de son entreprise, encore 1000 excuses d'urgence à gérer. Il y a toujours une urgence. Et finalement, celui qui encaisse toujours, c'est le corps en dernier qui... Toujours. Et le corps, c'est du temps long. Mm. Le corps, c'est du temps long. Donc, je n'ai pas de résultats sonnants et trébuchants. Et puis, je vais aller à la salle, 2 mois, je ne vais pas avoir de différence. Mais la différence, je le verrai au 3e, 4e, 5e, 6e mois. C'est du temps long. Et c'est vrai qu'on n'est plus habitués à ça, nous, qui voulons tous des résultats immédiats. Donc, du coup, je vais m'acheter tel complément, je vais me prendre tel truc, je vais telle solution miracle, tel bidule, parce que je veux un résultat tout de suite. Mais ça marche pas comme ça. Donc, en fait, c'est que on doit piloter notre corps comme la toute première entreprise sur laquelle on doit veiller. Sinon, le reste suit pas, quoi. Donc, c'est indispensable. Donc vous y arrivez? Courir un peu, bien manger? Non, mais je suis pas un moine, et puis j'y arrive pas non plus. Et Ouais. puis évidemment que moi aussi, il y a plein de fois où dans l'urgence, il y a tel ou tel truc qui saute, alors qu'en fait ça devrait pas. Mais le fait quand même, en fait, ce que je me dis chaque jour, c'est chaque jour je dois avoir ce comportement-là sur mon sommeil, sur ma nutrition et sur mon activité physique. Et les jours où je ne peux pas le faire, c'est une exception. Bon, bah, il y a un certain nombre d'exceptions. Mais j'essaie de faire en sorte, qu'il y en ait le moins possible. Ouais. Et honnêtement, plus ça va et moins il y en a justement des exceptions. Et le week-end, pas travailler? C'était devenu mon hygiène. Ça l'est un peu moins en ce moment parce qu'encore une fois, l'entrepreneuriat, la création d'entreprise, c'est un morceau. C'est un sacré morceau. Donc voilà, mais pas tout le week-end. Et puis il faut trouver des temps en famille, des temps, voilà. Et de temps en temps aussi, je m'accorde une journée, 2 journées, 3 journées seul ailleurs. Supprimer le bruit. Voilà, refaire le point. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce qu'il n'y a pas de bruit? Moi, j'aime bien aller en montagne. Je l'ai fait plusieurs fois. Et alors en plus hors saison, type novembre, fin octobre, début novembre, des trucs comme ça. Et là, je peux vous dire que je sais témoigner de ce qu'est le bruit du silence. Où ça? Là, c'était dans les Pyrénées, au pic de Viscos. Et là, je me suis retrouvé à un moment donné avec les oreilles qui bourdonnaient tellement j'étais au milieu du silence. Seul, pas d'oiseaux, pas d'animaux, il y avait même à peine, pas de vent, pas de bruit de voiture, pas de... Et là, on se dit... et je peux vous dire, c'est drôle, hein, mais c'était un moment... je me suis retrouvé au sommet de ce pic, et ce vide intersidéral m'a fait une fenêtre sur moi-même qui était juste dingue, et j'en ai pleuré. C'était dingue. De joie? Je sais pas, c'était ça, en tout cas ça m'a généré une émotion très forte, et y compris celle, je me souviens très bien d'ailleurs, j'ai même pris une petite vidéo que j'ai jamais montrée à mes enfants, mais où je disais, mais punaise, qu'est-ce qu'on passe notre temps finalement à transmettre nos angoisses. Oui. À qui? Voilà. Aux enfants ou à nos enfants ou à tout? Tout le monde autour, y compris, hein, mais voilà. Donc, supprimer le bruit, ça c'est un bon exercice. Ça permet de supprimer les angoisses aussi et de les balancer dans le vent comme ça, justement.
Se retrouver tout seul et sans plus aucun bruit autour de soi, ça peut faire bien remonter L'angoisse aussi. les angoisses aussi. C'est bien flippant, j'imagine. Ouais. Bon, en général, je pars pour 4 jours et au bout de 2 jours et demi, 3 jours, je reviens parce que la solitude est difficile pour moi. Il faut quand même capter. Enfin, voilà, c'est très utile, mais difficile. On s'est dit comment faisaient les gens avant pour partir comme ça, sans même de téléphone ou de moyens d'être joints. C'est fou. Mais ok. Donc dans une petite tente comme ça, tout seul. Non, bon, là je vais pas créer de légende sur le truc. Non, c'est après un Airbnb, tout confort, pas loin. Et puis après je fais c'est pas 4 jours non plus en pleine nature. Non, j'ai pas. J'avoue que j'adorerais me transposer un peu en ça. Ouais. Peut-être que je le ferai. J'ai pas eu. Partir en autonomie, il y en a de plus en plus qui le font et qui d'ailleurs est un signe aussi de justement, enfin, s'il y a de plus en plus de gens qui le font, c'est qu'il y a une nécessité vraiment de s'isoler et de... Ah oui, j'en suis persuadé. Mais j'avoue que j'ai pas eu le cran, là, pour l'instant. Est-ce que là, vous voyez, là, dans les dirigeants qui vont vers Goût de Santé, bon, j'imagine qu'il y en a un certain nombre que vous connaissez d'ailleurs, parce que vous êtes très impliqués dans les réseaux d'entrepreneurs nantais depuis très longtemps. Comment vous qui les voyez, observez, comment vous les ressentez en ce moment, dans cette période qui est justement quand même bien difficile au niveau économique, on le sent? Est-ce que vous sentez plus... de tension, qui prennent justement plus sur eux, ou est-ce que vous avez un regard d'ailleurs là-dessus? D'ailleurs, est-ce que même vous en parlez avec eux? D'abord, je m'interdis d'avoir un regard quel qu'il soit, puis d'ailleurs c'est pas moi qui me l'interdis, on me l'interdit, d'avoir un regard quel qu'il soit sur ce qui peut se dire ou ce qui peut se passer chez Goût de Santé pour les personnes qui viennent nous voir, parce qu'il y a un truc qui s'appelle le secret médical, il n'y a que les professionnels de santé qui ont accès, et donc la fonction support dont je fais partie n'accède pas à ça. Puis j'ai pas très envie, de toute façon, quoi qu'il arrive. Après, certains m'en parlent spontanément, mais voilà, d'ailleurs, parfois, ça peut être amusant quand je vais dans des soirées de réseau ou des trucs comme ça, j'ai l'impression d'être médecin, parce que du coup, ils viennent pas me parler de ces sujets-là, parce que je suis dans la santé, quoi. Mais moi, de ce que je vois autour de moi, c'est étonnant de voir la résilience quand même permanente des dirigeants. Je crois qu'ils se rendent compte de la difficulté une fois qu'ils l'ont passé. Quand ils sont dedans, ils savent bien qu'il y a des choses qui sont difficiles et tout ça, mais c'est pas vraiment le caractère de l'entrepreneur de s'apitoyer sur son sort et de dire ça va pas et tout. On est plutôt dans la recherche permanente de solutions. Et en fait, pour tout dire, ça fait quand même des années maintenant qu'on se prend un truc sur le coin de la figure tous les 6 mois. Donc, si on n'est pas d'accord pour jouer avec ces règles du jeu-là, en effet, il faut arrêter. C'est vrai qu'on a parlé souvent à un moment donné de la grande démission des entrepreneurs. Effectivement, moi j'en ai vu plein qui disent j'en ai ma claque, j'arrête, je vends, stop, fini de temps. Mais bon, on va avoir un sujet parce qu'il y a beaucoup d'entreprises en transmission là qui se préparent avec les papy boomers. Donc il va bien falloir que ces boîtes-là vrai enjeu pour le territoire, pas que personnel, mais énorme. Vraiment pour le territoire. On en parlait aussi en Bretagne, dans les clubs ETI, c'est un vrai enjeu, vraiment. Qu'est-ce qu'on va faire quand les belles boîtes qui justement investissent sur le territoire, sur la RSE pour leurs salariés, pensent à l'énergie décarbonée, à tous ces sujets-là hyper importants, vont être achetés par des fonds américains. Qu'est-ce qui va se passer? Oui. C'est un vrai sujet. Donc, il y aura peut-être des phénomènes de concentration, d'autres entreprises qui rachèteront d'autres entreprises, etc. Mais là, on disait tout à l'heure, pour entreprendre, il faut une idée. En fait, pour entreprendre, il faut reprendre. Oui. Aussi. Oui, aussi, oui. Et là, ça permet de ne pas nécessairement se creuser la tête à vouloir absolument avoir l'idée géniale qui va faire le prochain Google, mais des entreprises qui potentiellement peuvent mériter, elles méritent toutes, de continuer, d'avancer, de se développer et de ne pas perdre certains savoir-faire et continuer d'irriguer certains territoires économiques qui sont indispensables partout en France. Mais en tout cas, moi je vois des gens qui font malgré tout, quoi. Et qui avancent. Alors ça oblige souvent les entreprises à rationaliser ce qu'est leur activité cœur,
d'arrêter un peu ces phénomènes, alors c'est dommage, hein, mais ces phénomènes d'innovation, d'exploration qui parfois sont coûteuses et avec un résultat difficile à mesurer. Donc bon, c'est embêtant, mais parce que du coup, c'est de l'innovation que vient le changement. Mais en tout cas, là, c'est pas trop le cœur du sujet. Tout le monde se recentre sur le cœur du business, quoi. Ouais. Mais moi, je vois des gens mobilisés, je vois des gens qui gardent une certaine forme d'optimisme, je vois des gens qui ont envie de faire malgré tout, qui avancent, Bon, c'est ça qui est génial avec le monde de l'entreprise, en tout cas de la PME, de la TPE, des ETI, encore une fois. Je trouve ça assez remarquable. Bon, voilà ce que j'ai l'impression de voir. Mais encore une fois, les entrepreneurs ne s'épanchent pas sur leurs états d'âme. Donc c'est difficile de voir complètement ce qui se passe derrière. C'est peut-être là qu'est la difficulté aussi, c'est ce côté vraiment où on est seul à porter sa boîte. Donc, Moi je crois que ceux qui souffrent aussi, hein, il faut l'avoir en tête, ce sont les collaborateurs. Parce que entre allumer la télé, la radio, l'information permanente, hein, je veux dire, il y a des effets loupes sur énormément de sujets, donc on a l'impression que c'est encore pire que ce qu'il y a 20 ans, mais en fait des crises, il y en a toujours eu. Hein. Mais sauf que là, on est abreuvé tout le temps de ces trucs-là. Punaise, faut avoir envie de vivre dans ce monde. Donc je pense que nos collaborateurs, faut y être aussi très attentifs. Le management intermédiaire, ces gens-là, ces personnes-là encaissent beaucoup aussi. Hein. Je vais dire presque à la limite, l'entrepreneur qui l'encaisse, c'est presque son sport. Ouais. C'est aussi difficile pour les collaborateurs. Faut pas les perdre de vue, quoi. Oui, mais c'est toute cette dimension de l'humain, quoi. Enfin, voilà, qui est pas du tout dans cette côté. Faut aller vers plus que jamais, l'humain est important et c'est pas que des mots, c'est vraiment vrai. Prendre soin aussi des autres. Là, on en parle beaucoup de prendre soin de soi, mais aussi prendre soin des autres qui font partie de l'entreprise, qui sont aussi les actifs aussi de l'entreprise. Et d'être vigilants les uns les autres sur la santé. On appelle bien une entreprise une société. Société, ça veut quand même dire faire société. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un organe vivant dans lequel les gens évoluent, pour la plupart, pour presque la moitié de leur vie, et la plus grande partie de leur journée dans la semaine. Donc le rôle sociétal de l'entreprise là-dedans, il est monstrueux dans la capacité d'épanouissement, de protection, et j'ajoute, et là je presse pour ma paroisse, de prévention. Et la prévention santé en fait partie. Ouais. Alors on peut dire l'État passe son temps à se reposer sur l'entreprise pour mener des missions de perception des impôts, de gestion de tel ou tel truc, de prendre la moitié de la mutuelle, etc. Et au fur et à mesure, c'est vrai que l'entreprise prend de plus en plus sa part, mais force est de constater que c'est quel contexte on offre, quel écrin on offre aux gens pour s'épanouir dans leur vie au travers du travail, quoi. Vaste sujet. Une dernière question. Si vous n'aviez pas été entrepreneur, vous auriez fait quoi ? Entrepreneur ? Je sais pas si j'aurais été capable de faire autre chose. J'avoue que j'ai une frustration. J'ai deux frustrations. J'en ai une où, quand j'étais gamin, je voulais faire pilote de chasse. Ah. Mais j'étais beaucoup trop feignant à l'école. Et donc, ça m'a pas permis de m'ouvrir les portes de cette voie-là. Et puis, je pense que c'était un peu un fantasme de gamin. Mais je dis quand même à mes enfants, gardez vos rêves d'enfant, parce que parfois, c'est ceux-là où en grandissant, parce que la réalité, etc. Gardez ses rêves. Mais bon. Donc, j'avais cette frustration-là. Bon, j'avoue qu'en ce moment, content de ne pas être sur un théâtre de guerre. Ouais. Mais la deuxième frustration, c'est que je crois que j'aurais adoré être comédien. Du théâtre, de la télévision, de la radio, du cinéma, j'en sais rien. Je crois que j'aurais adoré faire ça. Et ceux qui me connaissent bien dans le privé savent que c'est un talent que je peux déployer. Vous avez eu un groupe de rock aussi à un moment ? Oui, on a un groupe de musique. Ah, toujours ? Oui, toujours. Ouais. Et il y a des choses qui se préparent là. Ah oui. Avec ce groupe-là. Il y a date de concert ? Ouais, qui va venir. Ouais. C'est le moment de donner les dates. Qui devrait s'annoncer. Ouais, mais c'est pas à moi de le faire parce qu'on est au service d'un autre événement. Ah. Donc je ne le ferai pas. Teasing. Voilà.
Et donc ouais, ça je crois que j'aurais bien aimé. Mais finalement, d'une certaine manière, je suis sur scène tous les jours. Donc j'ai une partie de ça. Ce qui enlève rien à la sincérité de ce que je fais au quotidien. C'est pas un rôle que je joue, c'est le mien. Mais n'empêche que j'ai l'impression d'être sur scène quand même tous les jours. Oui, une mise en scène permanente en tout cas de du prochain acte. La conception. Scénario. Ouais, voilà. Scénariste, auteur, acteur, voilà. Et donc ça demande une énergie folle, mais j'en ai. Vous êtes pas faites pas du théâtre à côté? Ça, c'est pas un truc. Non, je me suis jamais lancé là-dessus, mais c'est vrai que je suis plus à l'aise à être en réaction humoristique, etc. Tiens, on parlait d'ailleurs de l'hygiène que je m'imposais. Moi, il n'y a pas une journée où je peux pas passer sans un trait d'humour ou un truc comme ça. Si vous m'entendez pas faire une petite blagounette en réunion ou un truc comme ça, c'est que là, pour le coup, vous pouvez vous inquiéter de mon humeur ou de mon état de fatigue. Ah, mais, voilà, on parlait des signaux faibles. Voilà, celui-là, je pense que chez mes collaborateurs, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Mais ouais, c'est un peu mon sujet qui m'animait à une certaine époque. Et le théâtre, peut-être un jour, on verra. Mais ma vie entrepreneuriale est loin d'être terminée. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est quoi la prochaine entreprise ? Déjà, je suis extrêmement concentré sur ce que je fais aujourd'hui. Hein, et honnêtement, la prochaine entreprise, elle est déjà dans cette entreprise. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette évolution. Donc, je suis comblé de ce point de vue-là. Pas envie d'aller sur un autre... Parce que finalement, on se fait marketing, numérique, beaucoup, même logistique, on en parlait, transport, là, santé. Mais du coup, est-ce que vous avez envie de vous dire, j'ai envie d'attaquer un marché, j'aimerais bien faire complètement autre chose? En fait, je crois que là, je suis au stade où j'ai vraiment envie que le projet Goût de Santé prenne une dimension importante de par l'impact que ça peut avoir, l'impact au sens noble du terme sur les gens, sur le milieu de la santé, encore une fois très respectueusement par rapport à ce qui est déjà fait. Et je crois que j'ai aussi besoin d'un accomplissement personnel, d'arriver sur une forme de taille. Bruno Hugues de Larose, j'en parlais tout à l'heure, disait on me demande jusqu'à quel point ma boîte a grossi, alors qu'en fait le vrai sujet c'est jusqu'à quel point ma boîte a grandi. Et je trouvais ça intéressant. Donc je crois que j'ai un petit truc quand même en moi qui me dit, attends, t'as beaucoup bourlingué, t'as fait un certain nombre de projets, est-ce que celui-ci, tu peux pas en faire vraiment quelque chose d'assez énorme? Donc j'ai une ambition forte pour ce projet, et j'espère pouvoir y arriver, de grandir, de le faire grandir, d'améliorer d'avoir un impact le plus grand possible, et après je verrai. Voilà, mais d'abord ça. Très bien. Merci beaucoup, Vincent Roux. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer Goût de Santé, votre stratégie, vos ambitions, on sent qu'ils sont très grandes. Et puis votre personnalité derrière, puisqu'il n'y aura pas Goût de Santé s'il n'y avait pas vous, votre personnalité, vos envies et votre vision d'entrepreneur derrière. Merci de partager ça avec nous. Merci Vincent. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. C'était le premier épisode de Like a Boss qui restera dans l'histoire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à commenter, à partager autour de vous et puis à nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Et puis rendez-vous au prochain épisode. Merci à Marie Carrette qui est derrière les manettes de Like a Boss pour tout ce podcast et qui fait son projet d'étudiante sur Like a Boss. Merci Marie. Rendez-vous au prochain épisode. À bientôt.